Bonjour à tous et bienvenue dans ma thèse en synthèse. Alors, ma thèse en synthèse, qu'est-ce que c'est? Donc, si vous n'êtes jamais venu, c'est une initiative lancée par le Discord du Vortex où nos amis thésards viennent présenter leurs travaux à notre petite tribu de fans de science. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir Horizon. Horizon qui a donc fini sa thèse l'an dernier, qu'il a passé à l'université Paris-Saclay, entre deux laboratoires, le LSCE et le CIRED, qui sont des laboratoires en sciences de l'environnement et en économie du développement respectivement. Il est actuellement en postdoc à l'IASA en Autriche. Horizon, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Très bien, très bien. J'espère que j'ai été bien présenté. Donc, oui. Je vais vous parler un peu plus en détail de sa thèse et de ce qu'il va présenter. Donc, à partir de la révolution industrielle, les progrès accomplis par l'homme s'accumulent. Mais avec les développements qu'il entreprend, son emprise sur la Terre ne cesse de croître. L'effet de serre, crucial pour notre survie, a été accru, provoquant des changements climatiques. Comment va évoluer cette situation à l'avenir? Pour répondre à cette question, les sciences du climat testent des scénarios à l'aide de modèles numériques. Durant sa thèse, Horizon a analysé ces scénarios dans leur construction et leur cohérence, à l'aide du modèle OSCAR. Il va nous présenter ici 2 des 3 volets de sa thèse. D'une part, il a analysé un ensemble de scénarios contrastés en hypothèses socio-économiques et en climat sur de nombreux aspects du système Terre. Durant la présentation, il nous montrera certains risques associés à ces scénarios. Il illustrera aussi l'influence des conditions socio-économiques des scénarios sur notre capacité à lutter contre le changement climatique. D'autre part, les avenirs dans lesquels nous parvenons à atténuer le changement climatique sont souvent des mondes dans lesquels nous captons du carbone atmosphérique pour le stocker à l'aide d'un éventail de techniques. Or, nous ignorons si ces techniques pourront un jour être déployées à large échelle. Mais les implications de ces techniques pour notre planète sont encore mal comprises. Il nous montrera ici les limites de la réversibilité du système Terre. Au final, il ressort de ce travail que nous avons besoin de transformer radicalement l'ensemble de nos sociétés et le plus tôt serait le mieux. Horizon, c'est à toi, c'est quand tu veux pour la présentation. Eh bien, merci beaucoup à toi, Tofu, et merci à tous d'être présents. Donc, comme justement l'a dit Tofu, je vais donc vous parler de climat et de scénario. Comme il s'agit de vulgarisation, je vais pas non plus trop rentrer dans les détails, mais je serai ravi de répondre à toutes vos questions juste après cette présentation. Donc, tout d'abord, petit point sur, histoire que tout le monde soit à la même page, l'effet de serre, c'est basiquement, on a le soleil qui vient nous éclairer, et c'est comme quand on est sur la plage en été, que le soleil brille, on a chaud, c'est le soleil. Et c'est aussi pour ça qu'on prend des coups de soleil. Par contre, même quand il ne fait pas jour, eh bien, ça continue à chauffer. C'est parce que justement l'atmosphère et la Terre absorbent cette chaleur et la réémettent dans les infrarouges. Or, tandis que l'atmosphère laisse passer le rayonnement visible, il ne réagit pas de la même manière par rapport aux infrarouges, et donc il y a une partie de ce rayonnement qui est renvoyé vers la Terre. C'est ça qu'on appelle l'effet de serre. Donc il y a un accroissement de l'énergie du système, et c'est pour ça que en fait l'effet de serre est crucial pour notre survie. Sans ça, sans effet de serre sur Terre actuellement, il ferait moins 18 Celsius à peu près en moyenne. Mais en fait, il se trouve que on a, grâce à l'effet de serre, plutôt de l'ordre de 15 Celsius. Donc merci l'effet de serre. Le problème, c'est que quand on vient épaissir cette atmosphère artificiellement avec des gaz à effet de serre, on va venir accroître cet effet. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une température de l'air, température de la Terre, de l'océan de surface, des océans profonds, tout ça, toutes ces températures vont augmenter, puisque si l'océan va capter de la chaleur. On va aussi se retrouver avec des glaces qui vont fondre, avec des glaciers, avec les neiges, tout ça, ça va fondre. Et donc on va se retrouver aussi avec une élévation du niveau moyen des océans. On va se retrouver avec un air qui sera davantage chargé en humidité, ce qui va venir jouer ensuite sur l'ensemble des mécanismes de notre atmosphère.
et sur notre climat. Et donc, c'est effectivement ce qu'on observe, que d'après beaucoup de bases de données, ces températures-là augmentent. On a une humidité de l'air qui augmente, on a la chaleur dans les océans qui augmente, etc. Les glaces, ça fond, donc c'est bien ce qu'on observe. Maintenant, si je vous montre ça, ce petit gif ou gif, prononcez ça comme vous voulez, eh bien, ce qu'on observe, c'est que, je vais attendre qu'ils repartent au début, ça sera mieux, depuis les années 1850, depuis le 19e siècle, quand on regarde les températures mensuelles, comment elles ont augmenté, au début, c'était relativement lent, surtout qu'on avait un régime particulier en termes de volcans, en termes d'activité solaire, et ça s'est mis à augmenter ensuite durant la deuxième moitié du XXe siècle, parce que beaucoup d'effets ne se percevaient plus. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une augmentation qui s'accélère, bien que dans les années 2000-2010, ce soit un peu particulier. Si vous lancez la vidéo YouTube, c'est la même chose, mais format carte. Et ce qu'on observe, c'est effectivement, donc vous avez en haut à droite comment évolue l'année. On prend en général une moyenne sur plusieurs années, puisqu'il s'agit de climat et pas de météo même. Et ce qu'on observe, c'est que durant la deuxième moitié du XXe siècle, ça chauffe beaucoup plus, particulièrement dans l'hémisphère nord et au niveau des pôles, à cause de certaines rétroactions qui vont venir accélérer ce réchauffement dans certaines zones. Et c'est ainsi que ça peut poser problème. Donc, maintenant, sur le slide suivant, je suis en train de vous montrer quel outil on emploie pour essayer de savoir comment ça va évoluer à l'avenir. Pour ça, on construit un modèle. Et ce modèle-là, basiquement, c'est juste des équations physiques qu'on va venir discrétiser, transformer en code, qu'on passe dans un supercalculateur, et ensuite on regarde par exemple sur l'historique comment on a représenté la Terre, est-ce que c'est réaliste ou non. On compare à des observations. Et ensuite, si le modèle est valide, on peut avancer pour voir comment ça pourrait évoluer grâce à certains scénarios. Pour ça, dans ces modèles, on rajoute toujours beaucoup de processus, que ce soit de la chimie atmosphérique, que ce soit ce qui se passe dans la végétation, dans l'océan, en termes de biologie, en termes de chimie. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, moi, ce que j'ai utilisé durant ma thèse, c'est un modèle qui est un peu particulier. Je suis désolé, ce slide est un peu aride, mais je vais vous passer au fur et à mesure dedans. Ce qu'on a en entrée, c'est un scénario. Comment vont être transformées les terres? Est-ce qu'on a un endroit de la forêt? Est-ce qu'on a un endroit de la ville? Est-ce qu'on a des plantations? Des émissions? Combien de gaz à effet de serre on va émettre? D'aérosols, etc. Les volcans, l'activité solaire, etc., etc. Comment ça se comporte? Tout ça, on va le faire rentrer dans le modèle pour voir comment, donc, en termes de différents aspects du système Terre, comment tout ça va se comporter. La différence entre ce modèle-là, Oscar, et beaucoup d'autres modèles, en fait, les modèles énormes, ceux qui passent dans les supercalculateurs, là, c'est la rapidité. Les énormes modèles, ils vont mettre de l'ordre de 1-2 semaines pour faire de l'ordre de 25-50 ans de simulation. C'est long, c'est très long. Et si on veut faire beaucoup de scénarios, c'est compliqué. Et justement, une solution, c'est de réduire la résolution spatiale, la résolution temporelle, pour avoir des calculs plus rapides. Mais pour garder la précision, on va chercher à reproduire le comportement de ces énormes modèles. Donc, par exemple, pour le cycle du carbone, on va utiliser des modèles de végétation. Pour la chimie atmosphérique, on va utiliser des modèles de chimie atmosphérique, tout simplement. Et en fait, on se retrouve avec beaucoup de paramétrisation, parce qu'il y a plein de modèles pour chaque, qu'on va pouvoir reproduire. Donc on se retrouve avec plein de configurations pour notre système. Ce qui est possible, donc, c'est de faire un calcul des probabilités de distribution de l'ensemble, en fait, d'avoir une incertitude de modélisation. Une particularité de ce modèle, c'est qu'il a un module de bookkeeping pour l'utilisation des terres, ce qui permet de le rendre plus précis. Et là, ça c'est une ancienne version, maintenant on a même le permafrost. Donc,
Ce modèle-là est approprié quand on a beaucoup de scénarios et quand on veut jouer avec des incertitudes. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va faire. C'est ce que j'ai fait durant ma thèse. Donc, déjà, je vais vous parler des scénarios SSP. C'est des scénarios qu'on a cherché à... c'est des futurs possibles. Déjà, c'est quoi? On part d'un narratif, c'est-à-dire on est en train de former un ensemble d'hypothèses socio-économiques, que ce soit sur la démographie, sur les recherches, le développement, sur la coopération internationale, sur l'acceptation des énergies renouvelables. Il y a un très large éventail d'hypothèses. Et on va faire donc ces 5 narratifs, c'est les SSP. Et ensuite, pour chacun de ces SSP, il va y avoir un ou plusieurs modèles socio-économiques, soit qui vont laisser simplement ces hypothèses tourner et regarder comment ça va évoluer à l'avenir. C'est ce qu'on appelle la baseline. Et donc dans ce cas-là, on regarde sans politique climatique où on arrive. Par exemple, sous SSP3, on va arriver dans ces eaux-là. Donc dans ce niveau-là, le forçage radiatif, qui est la perturbation du bilan radiatif de la planète, dû au changement climatique et aux effets naturels. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on veut atténuer le changement climatique, on veut le réduire. Pour faire ça, on va mettre une politique climatique. Il y en a différents styles. Et en utilisant ces politiques-là, on va pouvoir essayer de limiter le changement. Et au final, comme on a le côté SSP, le côté modèle socio-économique et l'aspect cible de changement climatique, on se retrouve avec plus d'une centaine de scénarios. Ça fait beaucoup, c'est pour ça qu'un petit modèle, c'est souhaitable pour traiter tout ça. Petit modèle. Un modèle réduit. Donc, en général, ce genre de scénario peut être employé pour évaluer les impacts du changement climatique sur la planète. Par exemple, est-ce qu'on va avoir une augmentation drastique ou pas du nombre de cyclones en Floride? Ou est-ce qu'on va avoir une perturbation des moussons en Inde, par exemple? Ou alors, quels impacts sur nos sociétés? Ça va être comment est-ce que ça va venir impacter la sécurité alimentaire dans une région donnée? Est-ce que ça va venir augmenter la mortalité dans une région du monde? C'est ce genre de choses. Mais ça va aussi permettre de voir quel style de politique, de transition, dans quel contexte socio-économique, quel style de politique serait adapté pour avoir une transition qui permettrait de réduire les impacts, en fait, pour tout le monde, que ce soit l'environnement et l'homme qui vit dedans. Moi, ce que j'ai fait durant ma thèse, c'est une analyse de beaucoup d'aspects du système Terre pour ces scénarios avec les incertitudes. Là, ce que je vais vous montrer, ça sera un réduit, ça sera sans les incertitudes, et ça sera température globale de surface et puits océanique de carbone. Donc, ça, j'ai pris un SSP, donc un narratif, durant lequel j'ai pris les scénarios qui cherchaient à atteindre le RCP 2.6, qui est une cible de forçage radiatif qui est relativement optimiste. Pour information, on part là, avec celui-ci, on part sur du 1 Celsius par rapport à 86 2005, alors que en fait, ça fait du 1,6 par rapport au pré-industriel. Ou globalement, 1,6 à plus. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que là, ces différentes lignes pleines, ça correspond aux différentes réalisations par des modèles socio-économiques, qui globalement atteignent bien leur cible en 2100, c'était l'objectif. Par contre, certains vont dépasser la cible de 0,3 Celsius. Et là, il y a un risque, c'est que on passe un effet de seuil. Un effet de seuil, c'est quand on va, par exemple, le permafrost va se mettre à fondre, et en fondant, il va relâcher des gaz à effet de serre qui vont venir accentuer le changement climatique. Et ça, il va falloir compenser. Et donc, en fait, on a des évolutions qui sont très contractées, soit avant ou après. Là, il y a un scénario qui arrive à plutôt bien suivre, qui après, on s'attend à ce qu'il soit relativement plat. Mais celui-ci, par contre, ça va diminuer après. Donc, il y a des grosses différences. Maintenant, attention aux yeux. Boum. Ce qui se passe, là,
je vous ai montré juste avant le SSP5 RCP 2.6. Ce qui se passe maintenant, c'est que là, il y a les 5 narratifs. Par exemple, sous le SSP5, il y avait la baseline, là où on était en train de ne pas mettre de politique climatique. Et ensuite, il y a les différents niveaux de politique. Ce qu'on observe, c'est que les cibles voulues ne sont pas systématiquement atteintes par les modèles. Déjà. Ensuite, si on ne fait rien, il n'est pas impossible qu'on dépasse le 4 Celsius. Et en fait, là, le monde, c'est pas un monde très souhaitable. Et finalement, ces narratifs, on peut les classer. Donc là, ça, c'est un résumé très simple de comment on pourrait classer ces différents narratifs. Donc, par exemple, le SSP1 est optimiste. Le 3, 4 et 5 sont plutôt pessimistes. Par exemple, pour le SSP3, c'est un monde dans lequel il y a très peu de coopération internationale. On n'arrive pas à atteindre une cible de changement climatique qui soit basse. Simplement, les modèles socio-économiques n'ont pas trouvé de solution. Donc, globalement, plus on coopère, moins on utilise l'énergie fossile, mieux c'est. Mais ça, je pense que tout le monde s'en doute. Maintenant, il reste à le faire. Comment ça se traduit, ça, par exemple, pour le cycle du carbone? Il faut savoir que l'océan et la biosphère terrestre, ils captent à peu près la moitié des émissions relâchées par l'homme. Et il se trouve par contre que quand on va venir chauffer, quand on va venir saturer les puits avec du carbone, on va dégrader ces puits. Et du coup, ils vont laisser une fraction de plus en plus importante dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que ça sera de plus en plus difficile d'atténuer ce changement climatique. Donc, pour faire ça, en général, ces scénarios cherchent à utiliser des émissions négatives. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Globalement, pour atteindre du RCP 2.6, ceux-là, là, ils font des émissions négatives. Ce qui se passe, c'est quand on est en train de faire du net négatif, quand on est en train de capter davantage de dioxyde de carbone qu'on est en train d'en émettre. Pour faire ça, comment on fait? On va d'abord le capter grâce à la végétation, grâce à l'océan ou à l'aide de machines qui vont venir pomper l'air. Et ensuite, on va le stocker à différents endroits. Par exemple, là où avant il y avait du pétrole, par exemple. Ce qui fait beaucoup, c'est d'utiliser la végétation dans les modèles, je parle, d'utiliser ça en énergie, sauf que les émissions qui devraient être relâchées dans l'atmosphère, on va les mettre on va les transporter et les stocker dans ces zones-là. Mais donc, le gros problème avec ces techniques-là, c'est qu'elles ne sont pas encore prêtes pour être développées à une grande échelle. Donc ça, c'est un pari qu'on puisse y arriver. Et en plus, on n'est pas encore sûr de ce que ça implique pour le système Terre. Donc il y a eu un projet scientifique qui a été lancé, et je me suis occupé de la contribution du modèle à ce projet-là. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une expérience de réversibilité du système Terre. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On part du pré-industriel. On va augmenter artificiellement le CO2 qui est contenu dans l'atmosphère, et ensuite, on va artificiellement le diminuer manu militari. Et ensuite, pendant 1000 ans, on reste fixé. Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit l'océan ou la biosphère terrestre, ils vont venir absorber du carbone. Mais il se trouve que, même là, donc sur cette partie rouge ici, même si on est en train de continuer à émettre, eh bien le problème c'est que là, la biosphère terrestre ça a commencé à saturer. Et du coup, il y a une fraction de plus en plus importante qui reste dans l'atmosphère de ce qui est émis. Donc ça se retrouve dans ce qu'on appelle les émissions compatibles avec cette courbe-là. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher à revenir à un niveau pré-industriel. Et là, il se trouve que l'océan et la biosphère terrestre ont stocké beaucoup de carbone, mais ils vont chercher à le réémettre. Parce qu'à partir de là, la concentration de carbone dans les océans est supérieure à celle qu'il y a dans l'atmosphère. Et donc, ils vont relâcher ce qu'ils ont stocké. Et donc, on se retrouve avec la planète qui est un peu contre nous.
Et pendant toute cette période-là, il va falloir qu'on stocke ce que l'océan et le land, la biosphère terrestre, qui continue à émettre. Et en fait, pour revenir au pré-industriel, il va falloir attendre à peu près 350 ans d'après ce modèle. Après, ça, c'est ce que dit ce modèle. Et il se trouve que là, dans cette version-là, il n'y avait pas le permafrost. Et comme je disais tout à l'heure, avec la fonte du permafrost, on se retrouve avec des effets de seuil. Et ça joue particulièrement sur la réversibilité. C'est là où le développement des modèles intervient, par exemple. Et donc, le système d'après ce modèle serait réversible, mais seulement sur de très longue durée, et là, il va falloir pédaler longtemps. Maintenant, comment boucler tout ça? Donc, ma thèse, c'était en 3 parties. Je vous ai montré là ces 2 éléments. Tiens, c'est marrant qu'ils grossissent comme ça. Et ce qui en ressort globalement de ma thèse, c'est qu'en fait, on a besoin dans la communauté, dans les méthodes, dans les modèles, dans les bases de données, on a besoin de plus de transparence et de robustesse. Mais surtout, là, ce qui nous concerne ici, beaucoup, c'est que pour lutter contre les inerties du système Terre, d'une part, et les inerties dans nos sociétés et dans nos modes de vie aussi, eh bien, on a besoin d'émissions négatives et ou, le mieux serait de transformation radicale de nos sociétés. Là, ce que je vous ai montré avant, c'est que les émissions négatives, les techniques qui sont envisagées, eh bien, ça serait pas aussi efficace qu'envisagé. Et qu'en plus, remarque, c'est pas aussi efficace qu'envisagé, c'est sur une partie que j'aurais dû vous montrer. Mais le système Terre qui est lentement réversible, voire pas à cause des différents effets de seuil, eh ben ça va jouer aussi sur l'impact, sur l'utilité de ces émissions négatives. Donc en fait, le mieux, ce serait de commencer de suite une transformation radicale de nos sociétés. Et pour ça, il va falloir se dépêcher. Actuellement, de mon côté, je suis en train de continuer à travailler sur ce modèle. Mon travail, c'est de rajouter les cycles dans la biosphère terrestre de l'azote et du phosphore, ce qui joue sur comment la végétation pousse. Et donc, il y a un lien avec le changement climatique. Et je continue à travailler sur le modèle en lui-même. Et à côté de ça, je continue aussi sur les scénarios dont je vous ai parlé pour rajouter différents éléments pour essayer d'améliorer l'étude. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, écoutez, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions avec beaucoup de plaisir. Puis, petit défi, essayez d'identifier ça ou c'est. Voilà, ça sera le petit jeu. Merci à tous. Et donc, comme je disais, merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Et du coup, j'ai une question pour toi. Je vais commencer, évidemment. Est-ce que tu as des écarts avec les modèles existants et avec une meilleure résolution? Avec ton modèle, en fait. Avec ce modèle-là, non, il n'y a pas trop d'écart, justement. Il représente relativement bien ce que font ces modèles complexes. En fait, il est calibré pour les reproduire. Donc, en fait, in fine, on le reproduit assez bien. Et du coup, la deuxième question qui va suivre de celle-là, les modèles à plus haute résolution, du coup, ils sont plus utilisés, vu que celui-là marche mieux à moindre coût? Si, ils continuent à être utilisés. En fait, c'est des modèles qui sont employés pour répondre à des questions différentes. Parce que les modèles, les autres, les énormes dont on parle, certes, tournent pendant longtemps, mais eux ont une résolution spatiale. Nous, on n'en a pas. On fonctionne à l'échelle de la région du monde. Les modèles complexes, en fait, ils ont des grilles que c'était durant le dernier rapport du GIEC de l'ordre de 80 km, la taille du point de grille. Là, je crois que ça a été divisé par 2 au moins, je crois. Ça dépend des modèles. Mais donc, ils vont permettre de répondre à des questions qui ne seront pas les mêmes. Là, nous, on pourra traiter des incertitudes, plein de scénarios. On pourra, si on veut, faire des runs sur plus de 1000 ans. Eux, ils vont pas le faire. Mais nous, on peut pas parler d'événements extrêmes. Par exemple, on va pas pouvoir regarder ce qui se passe pour la mousson en Inde. Ça, on peut pas faire.
Donc c'est des utilités différentes, ils sont simplement, j'ai pas du mot, ils travaillent ensemble, tout simplement. Oui, c'est complémentaire. Merci, voilà exactement le mot que je cherchais. D'accord. Donc du coup, on va, si d'autres personnes ont des questions, n'oubliez pas de vous démuter, que je puisse vous donner la parole. Et on commence par Fabien. Au niveau de l'alcalinisation, quels seraient les moyens qui pourraient être mis en place? Parce que je vois difficilement comment on pourrait changer l'acidification des océans. Alors pour l'alcalinisation, c'est un peu brutal la version qui avait été envisagée. Tu prends de différents types de calcaire, du lime en anglais, de l'olivine par exemple. Tu vas venir la broyer. Le problème, c'est que quand tu broies, tu as un certain coût énergétique, donc tu as des émissions qui peuvent être associées à ça. Voilà. Tu vas broyer ces cailloux, basiquement. Tu vas charger sur ton tanker et tu vas balancer ça dans les océans. Et du coup, ces minéraux vont être dissous et ils vont venir jouer sur la capacité de stockage des océans pour capter du carbone, et ça joue aussi sur l'acidité. Ça tend à réduire l'acidité. Mais du coup, c'est possible de faire ça à l'échelle planétaire? C'est quand même grand, les océans. Ça serait faisable. Le problème, c'est que déjà, ça a un certain coût économique, énergétique, qu'il faut l'entretenir. C'est-à-dire que quand tu arrêtes de faire de l'alcanisation, ça finit par revenir à son état précédent. Ah oui, d'accord. Tu as besoin d'entretenir cette méthode pendant quelques temps. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et donc ça serait faisable, mais le problème, c'est qu'en plus, on ne sait pas quelles sont les répercussions sur, par exemple, la biologie marine. Le plancton, comment est-ce qu'il va réagir si tu vas booster l'alcalinité du milieu? Pareil, une autre expérience qui est envisagée, c'est la fertilisation. Sauf que là, au lieu de jouer sur la chimie dans les océans, on va jouer sur la biologie. On va mettre plein de fer dans les océans. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de régions des océans où le plancton est limité par la quantité de fer qu'il y a là. Donc, le plancton va mieux pousser, va capter davantage de carbone. Ce carbone va ensuite, quand ils vont mourir, descendre au fond des océans. Sauf que, quelle espèce tu as favorisé en mettant du fer? Et tu as plein d'effets complexes parce que tu as des interactions entre les différentes espèces de plancton. C'est pour ça qu'il y a dans ce projet-là, il y a des modèles de beaucoup de styles différents qui cherchent justement à voir ce qui se passe à différentes échelles et avec différents scénarios, genre si tu arrêtes de mettre des minéraux dans les océans, qu'est-ce qui se passe si tu utilises un certain type de minéraux ou un autre, etc. Beaucoup de questions qui sont en cours de résolution là-dessus. Ok, c'est très intéressant. Merci beaucoup de ta réponse. De rien. Alors, passons à la suite. Alors, on a une question écrite de Magical Ruby qui nous demande d'où sortent les équations et qui propose est-ce que ce sont d'autres chercheurs qui les donnent ou comment ça se passe? Alors les équations viennent de beaucoup d'endroits. Globalement, on en a de la mécanique des fluides, on a de la thermodynamique, on a de tout ce qui est comment ça se gère en termes de rayonnement, on a quoi encore en termes de chimie, de biologie. Ça vient vraiment de toutes les sphères. Par exemple, on va en mécanique des fluides, on va avoir Navier-Stokes qui va intervenir. C'est en fait que des équations qui sont déjà employées ailleurs. C'est les mêmes équations qui sont employées en mécanique, enfin les mêmes équations. C'est la même théorie de mécanique des fluides qui est employée pour qu'un avion vole ou pour faire de la météo ou du climat derrière. Simplement, on va pas les appliquer de la même manière, on va pas utiliser exactement les mêmes, mais derrière, c'est les mêmes théories. D'accord. Je vois que tu parles de Navier-Stokes, alors le mécanicien des fluides en moi me dit Navier-Stokes c'est compliqué, est-ce que comment est-ce que vous arrivez à fermer les équations de Navier-Stokes pour aller dans le détail? Alors là, pour le coup, ça, tu mets les mains dans le...
Ça dépend. Ouais. Je sais plus comment ils le font dans les différents modèles, comment ils font pour les boucler. Mais globalement, Navier-Stokes, ouais, ça, c'est toujours quelle forme est employée, comment, surtout en termes de discrétisation pour en fait pouvoir le résoudre tout simplement. Et ensuite, quelle forme de discrétisation aussi. Ils commencent à faire des mailles qui sont en forme de triangle, je crois, ce qui permet de booster la résolution, la qualité de résolution, plutôt qu'avoir des résolutions avec une base carrée. Donc là, pour le coup, je peux pas te répondre simplement, vraiment. Oui, bah de toute façon, c'était une question qui avait pas de réponse simple. Hein. Donc j'imagine que pour continuer sur ce que disait Apocalypse, ils utilisent sans doute différentes discrétisations et fermetures pour l'atmosphère et pour les océans. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça c'est pas cohérent. Déjà, ils utilisent souvent des grilles différentes entre océan et atmosphère. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Panta, je vois que tu as une question, je t'en prie. Oui, du coup, merci pour la présentation, c'était vachement sympa. Et j'ai deux questions. J'ai une question de numéricien, on va dire. C'est quoi comme... Enfin, j'imagine c'est des schémas de CFD que vous utilisez, non? C'est des volumes finis que vous utilisez pour résoudre le problème. C'est des modèles finis. Volume fini. Ah, ouais. On n'est pas non plus en train de faire du calcul. Alors là, pour le coup, j'ai un doute parce qu'en vrai, je n'ai jamais appris ce qu'était exactement le calcul en éléments finis. Mais globalement, on est en train de découper, par exemple, l'atmosphère en petits pixels. On va considérer la masse d'air dans cette boîte. On va regarder quelles sont ses propriétés physiques en termes de vitesse, en termes de température, en termes de densité, de tout. Et on va regarder comment ça interagit par rapport aux boîtes voisines. On va comparer s'il y a un flux qui va de la boîte gauche vers la boîte droite, par exemple, ou dans l'autre sens. Donc c'est des volumes finis. Ok. J'ai jamais appris cette définition. En fait, si le maillage bouge pas, c'est des volumes finis. Et du coup, par contre, vous avez, comment dire, parce que j'imagine que, enfin, au final, vous avez un certain degré de discrétisation de la planète. Ouais. Du coup, j'imagine, enfin, est-ce que vous avez des, je sais pas comment dire ça. J'allais dire des modèles simplifiés, mais c'est un peu. Oui, tu veux dire des... Vas-y. C'est ça, par exemple en thermique, est-ce que vous avez des petits modèles internes qui ont été simplifiés, ou je sais pas, par exemple la turbulence, des fermetures, comme disait, ça fait partie vraiment de ton travail, ou c'est toi t'as ça pris avec toi, et enfin c'est un outil clé en main plutôt. Alors moi j'ai pas travaillé justement sur la fermeture de ces équations. D'accord. Mais pour le coup, ce qui se passe, c'est que oui, tu peux écrire des modèles très simplifiés. Tu peux réduire le changement climatique en 2-3 équations. Sauf que en fait, pour faire ça, tu vas le résoudre de manière globale. Si tu veux faire simple et spatialisé, ça reste compliqué quand même, parce que derrière, tu as quand même beaucoup d'équations. Mais vraiment. Ouais, simplifier en gardant certaines spatiale, c'est pas simple. Et qui plus est, si là ça va parce qu'on a une grille qui est fixée justement, ça nous aide beaucoup, mais sinon ça serait encore pire. Donc ouais, il y a ça, mais dès qu'il s'agit de faire ça, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je fais pour le coup, c'est essayer de reproduire leur comportement, mais pour faire ça, il faut qu'on soit sûr que les relations qu'on obtienne, et si elles ont un sens physique ou pas. Si on n'est pas en train de faire par exemple de l'overfitting, si on n'est pas en train de rajouter trop de paramètres artificiellement, mais en fait ça sert à rien. Ça dit rien du tout. Ouais, je comprends. Je comprends complètement.
Et par exemple, vous pouvez pas mailler juste une région et avec des conditions d'entrée dans cette région-là, je sais pas, au-dessus de l'Australie, Si, de dire on va prendre juste l'Australie et autour de la frontière, on va mettre des conditions pour oui. mailler un peu plus fin, quoi. Ouais, ça absolument. Il existe donc les modèles qui travaillent la totalité de la planète, qui sont grillés. Ensuite, il y a des modèles de complexité intermédiaire qui vont chercher à, par exemple, se focaliser sur une région, mais avec une résolution bien supérieure. Et justement, il va falloir des conditions aux limites pour dire, bon ben voilà, ce qui se passe à l'extérieur de cette région, c'est ça. Absolument. Ça se fait, ça. Et puis, il y a aussi des modèles comme les plus simples dont je parle. Donc, il existe Oscar, Magic, Hector, plein de modèles de ce style. Et puis, simplement, on a des familles différentes de modèles, quoi. Les modèles qui sont utilisés par Météo France sont de la même famille que les modèles qui sont utilisés pour le climat. Simplement, on ne travaille pas à la même échelle. Ouais, pas à la même précision aussi, j'imagine. Voilà. Enfin, c'est pas une question de précision, c'est vraiment une question d'échelle spatiale et temporelle. Ouais. Oui, parce que, du coup, il y a des phénomènes, c'est plus bilan et l'autre, faut voir ce qui. Ouais. Et deuxième question, cette fois-ci un peu plus naïve, c'est, j'ai beaucoup entendu parler d'utiliser des algues à un niveau industriel, notamment pour produire du pétrole ou faire la séquestration. Alors, je sais que les technologies fonctionnent, mais est-ce que ça a un impact quelconque ou est-ce que c'est rien du tout par rapport à ce qu'on est censé faire, à ce qu'on est censé choper comme carbone? Effectivement, il y a ce projet en Espagne où ils sont bien implantés et d'ailleurs il y avait Total qui leur avait filé pas mal de sous pour qu'ils développent la méthode. Et d'ailleurs Total, si je me rappelle bien, mais c'est à vérifier, je crois qu'ils se sont retirés du projet. Et il se trouve que pour l'instant c'est pas encore tout à fait rentable, c'est-à-dire que le baril de pétrole produit grâce à ces algues n'est pas encore à un coût comparable, mais encore nettement supérieur par rapport au prix du baril actuel. Mais dans la méthode, oui, ça marche. Simplement, on est en train de faire passer des émissions du CO2 dans une cuve qui est remplie d'algues, et ensuite on va venir traiter ces algues pour créer du pétrole. Mais il se trouve que durant ce processus, il n'y a pas la totalité du carbone qui est absorbé. Et du coup, en fait, même si on est en train d'en capter, eh bien, le truc, c'est pas la totalité qui est captée, et donc ça permet pas de, c'est pas avec ça qu'on va lutter contre le changement climatique, parce qu'il y aura quand même des émissions malgré tout. Mais c'est vrai que ça peut permettre de refaire du pétrole. Mais à quel coût ? D'accord. Et aussi, je crois que j'ai trouvé l'image de ta fin de slide. Je sais où elle est. Bref. D'accord. Je spoil pas. Enfin, si j'ai spoilé dans le chat, mais j'ai mis un. Bref. Merci beaucoup pour tes réponses. De rien. On découvrira la région incriminée à la fin des questions. Donc, on a quelques questions à l'écrit de plus. Panta, n'hésite pas à te muter maintenant que tu as fini tes questions. Excuse-moi. Pas de souci. Donc, une question de Bob Moran qui nous demande plus simplement, imaginons que il y ait plus d'humains sur Terre à un temps T. Est-ce que cette Terre pourrait revenir à un état climatique antérieur à notre présence? Et en combien de temps, si possible? Difficile à dire. Déjà, ça dépend à partir de quand il n'y a plus les humains. Si c'est à partir d'aujourd'hui, je pense que c'est faisable. Mais ça va prendre longtemps, et en fait, je vais revenir sur la question du longtemps. Si c'est genre dans un siècle, genre changement climatique, des conflits géopolitiques, bombe nucléaire, poum, il n'y a plus d'humains, voilà, ou un virus qui a décimé l'humanité, le problème c'est qu'on aura fait tellement de perturbations sur notre environnement qu'on aura dépassé certains effets de seuil, comme par exemple, je parlais du permafrost, on va se retrouver avec beaucoup de méthane qui aura été relâché, il y aura aussi beaucoup de carbone qui aura été mis globalement, on se sera retrouvé avec le nord de la Sibérie et du Canada qui auront fondu.
puis on aura aussi par exemple l'Arctique qui aura entièrement fondu dans ce cas. Eh bien, ce qui se passe, c'est que pour revenir de ça, c'est encore plus compliqué. Pour y revenir, il faut, si on n'est pas allé trop loin, on peut attendre simplement un siècle, 2, 3, 4, voire plus en fait, parce que le cycle du carbone, il y a des inerties, il y a un temps caractéristique, il y en a plusieurs, parce qu'il y a différents processus. L'un d'entre eux est de l'ordre de 400 ans. Donc ça va prendre longtemps. Et là, c'est la version simple. Si on a le permafrost qui a fondu, pour en revenir, il va falloir attendre de nouveaux phénomènes au niveau de l'activité solaire, au niveau de comment dire. Attendez, je pense que j'ai un slide pour illustrer ça. Voilà. Parce que on a la planète qui ne tourne pas toujours de la même manière autour du Soleil. Il y a des paramètres de sa rotation qui vont venir jouer un rôle. Ce qui veut dire que si on attend suffisamment longtemps, la température de la planète va évoluer et donc on va peut-être revenir justement à l'état avant les humains. Mais il va falloir attendre longtemps. Merci. Du coup, je vois, Valdemar, que tu as une question. Je t'en prie, pose-la. Oui, j'ai une question. On sait très bien que Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, ouais, avait à peu près des conditions climatiques. Elle aurait pu avoir des conditions climatiques assez proches de la nôtre, mais que les émissions de polluants à effet de serre ont augmenté la température et ainsi de suite. Est-ce que c'est possible que la Terre ait le même et on arrive à la même situation que sur Vénus? Si on arrive à toujours produire plus de CO2 dans l'atmosphère? Alors, arriver exactement au même niveau, ça me paraît très compliqué quand même. Déjà parce que, si je me rappelle bien, la surface de Vénus, la température, elle est entre 400 et 500 Celsius, je crois, quelque chose comme ça. C'est juste monumental. Mais du coup, pour y parvenir, ce qu'il faudrait, c'est qu'on émette vraiment, vraiment beaucoup. Et je sais plus si dans le passé très lointain, je parle vraiment très très lointain, quand la Terre c'était une boule de magma, quoi. Bien sûr, c'était des magmas, c'était chaud, ok. Mais par la suite, quand ça s'est refroidi, qu'il y avait justement un fort effet de serre, je ne sais plus quelle était la température à l'époque, mais simplement du fait que la Terre soit plus loin que Vénus, le rayonnement radiatif, l'irradiation reçue du Soleil serait bien inférieure, donc on n'arriverait pas au même stade que Vénus. Même si on booste l'effet de serre à son maximum, ça m'étonnerait. Et est-ce qu'on pourrait avoir un sorte d'emballement, parce que si on augmente la température globale de la planète, il y aura moins il y aura forcément un équilibre entre la quantité d'eau sur la planète et la quantité d'eau dans l'atmosphère. Et on sait très bien que l'H2O une capacité à effet de serre plus importante que le CO2. Ouais. Tu comprends? Ouais, absolument. Est-ce que c'est possible, quoi? Ah, mais ça, en fait, on en tient déjà compte. Ce qui se passe, c'est que l'eau, effectivement, la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre qui est plus efficace et en plus en quantité plus grande. Mais il a un cycle qui est beaucoup plus rapide. Simplement, il pleut. Voilà. Donc, on a un cycle qui est très rapide. Et il se trouve, comment je vais formuler ça? Globalement, la perturbation du bilan radiatif qui est associée au changement de concentration d'eau dans l'atmosphère, la vapeur stratosphérique, on en tient compte déjà dans les modèles. Et c'est pas quelque chose qui est énormissime par rapport justement au forçage radiatif CO2.
Mais après, en termes d'emballement, je verrais un plus grand danger si on pousse vraiment nos émissions de gaz à effet de serre très loin. Je verrais plutôt un impact, pas forcément sur la vapeur d'eau, mais plutôt sur le permafrost, sur les hydrates de méthane. Éventuellement, si on pousse encore plus loin, si la couche dans les océans, à partir de laquelle il y a dissolution du calcaire, si cette couche venait un jour à atteindre les dorsales dans les océans, il y aurait dissolution de carbone qui est stocké au fond des océans et du coup qui serait dégazé. Et ça accélérerait le changement climatique. Mais même dans ce cas, oui, il y aura emballement, mais pas jusque Vénus. Mais encore une fois, pour en arriver là, quand même, faut pousser. Il ne faut pas croire, hein, déjà là, comme on est parti, c'est pas forcément optimiste. Ça, c'est sûr. Si on parle de... La dernière question, c'était sur les biocarburants. Moi, je fais ma thèse sur des biocarburants. Ouais. Donc, je connais le sujet un petit peu. Même je sais que c'est très alarmant. Ouais. Ouais, si tu considères effectivement à quel point ils sont efficaces, tout simplement, entre quel est le bilan des biodénergies énergétiques et d'émissions, bon, c'est pas forcément si net que ça. Yes, merci. Du coup, je vais lire les quelques questions à l'écrit de The Soulmaker avant de repasser à Apocalypse. Donc, première question, qu'est-ce qui te fait dire que la coopération internationale est une condition nécessaire à la réduction des émissions de CO2 ? Alors, la coopération internationale, ça joue à pas mal d'endroits. Alors, je vais remettre le slide en question, celui qui fait un peu peur. En fait, même, je vais en mettre un autre qui va illustrer complètement ce dont je parle. Alors, celui-ci, là, il n'y a pas beaucoup de coopération. Ce qui veut dire que quand il y a, par exemple, une technologie qui est développée quelque part dans le monde, une technologie qui permettrait de lutter contre le changement climatique, eh bien, du fait que les régions du monde ne coopèrent pas, cette technologie ne passera pas facilement, pas aussi bien d'une région à une autre par rapport à un monde où il y aurait une coopération plus grande. De la même manière, s'il y a une entraide monétaire, une entraide en termes de moyens humains, matériels, s'il y a tout simplement une coopération des régions développées vers les pays en développement, ça permet de les aider vers une transition énergétique, une transition simplement vers du renouvelable, simplement pour éviter de retomber dans les défauts qu'ont fait les pays développés. Et donc, dans ce cas-là, ça va permettre d'éviter qu'ils soient en train d'utiliser beaucoup d'énergie fossile, mais plutôt des énergies renouvelables, par exemple. Quoi d'autre encore ? Simplement, ça va permettre aussi de les aider à éviter de trop couper les forêts tropicales qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique. Parce que si justement il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas beaucoup de moyens disponibles en termes d'énergie, et donc c'est plus compliqué pour simplement avoir de quoi se chauffer, de quoi construire, par exemple aussi, et donc ils vont couper de la forêt. Et c'est simplement plus complexe. Là, je donne les grandes lignes, mais en fait, vraiment, cette coopération, ça joue à beaucoup de niveaux dans ce qui touche à la lutte contre le changement climatique, dans l'atténuation, mais aussi dans l'adaptation. Les régions qui sont en développement sont en général les régions qui sont les plus touchées par le changement climatique. Et donc, c'est celles qui ont le plus besoin de moyens pour la... Donc, plus on coopère, mieux on s'en sortira, mais ça, c'est un peu évident là aussi. D'accord, et donc la deuxième question, c'est un peu ce que tu as dit, hein, mais je vais la lire quand même, je pense que ça ira plus vite. Donc, tu parles d'un besoin de plus de transparence et de robustesse dans la communauté, peux-tu développer ? C'est un peu ce que tu as dit, mais je t'en prie.
Alors, globalement, par exemple, le travail sur les SSP, j'ai donc une grosse base de données de scénarios. Puis là, moi, ce que je veux, c'est faire tourner ça dans mon modèle. Problème, c'est que je n'ai pas forcément toutes les données dont j'aurais besoin. Ils ont fourni la couverture en forêt, la couverture en ville, la couverture en plantation, etc., etc. Mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est des transitions. Combien est passé de forêt vers ville, de forêt vers plantation, ce genre de choses. Donc là, il me manque des informations. Donc je suis obligé de faire comme je peux. Et c'est compliqué. Donc on a besoin de plus de données. Et ensuite aussi, par rapport à la transparence, il se trouve que cette étude-là, celle que j'ai faite avec les scénarios SSP, ça a déjà été fait avec un autre modèle du même style, Magic, mais les informations disponibles sur la méthode qu'ils ont employée sont lapidaires. Il en manque beaucoup, on ne sait pas exactement comment ils ont fait. Donc quand il s'agit de comparer, c'est difficile parce qu'on cherche à comparer des choses comparables, pas des pommes et des bananes. Donc, c'est pas toujours si simple. Et vis-à-vis de la robustesse, eh bien, je reprends là par exemple la question des SSP. Certains modèles socio-économiques disaient, nous on tient compte de la rétroaction du climat ou la fertilisation du CO2 sur la végétation pour, par exemple, les émissions dues à l'utilisation des terres, les émissions anthropogéniques. Mais en vrai, en fait, nous, on n'en tient pas compte, alors qu'ils auraient dû tous se mettre à la même page. Donc, c'est là aussi quelque chose qui n'est pas toujours si simple. Donc, on avance bien, il y a beaucoup de progrès qui se font, mais il y en a encore beaucoup à faire. Juste, pour pas que ce soit mal interprété, je ne suis pas en train de dire que les projections climatiques ou les projections des modèles socio-économiques, tout ça, que c'est mauvais. Je suis en train de dire que ça peut être amélioré. Nuance. Super. Apocalypse, tu as une question? Ouais, alors en fait, j'ai un ensemble de questions sur le méthane. Ouais. Pour commencer, déjà, il me semble que le cycle du méthane dans l'atmosphère est quand même pas mal plus court que celui du carbone. Est-ce que c'est vrai? Oui. D'accord. Donc... Il a un temps de vie de l'ordre d'une dizaine d'années. En fait, il se fait oxyder dans la stratosphère au travers de beaucoup de processus. Mais globalement, c'est de l'ordre d'une dizaine d'années et ensuite, il laisse d'autres composés derrière. D'accord. Et ces composés, est-ce qu'ils sont à effet de serre aussi? Certains, oui. Genre le dioxyde de carbone. Ah bah oui, forcément. Et donc, au niveau du méthane dans l'atmosphère, on en est où? Et est-ce que, du coup, l'absorption du méthane, c'est une option pour le changement climatique? Qu'est-ce que tu veux dire par dans l'atmosphère? Pardon. Quelle quantité il y en a et quel rôle il joue? Alors, si je me rappelle bien, concentration de méthane dans l'atmosphère. Attends, je vais même reprendre ça avec les évolutions à venir. Pour donner un ordre d'idée, le CO2, on est au pré-industriel, on était à de l'ordre de 278, voire 300 particules par million. Ce qui veut dire que quand on prend 1 million de particules d'air, il y en a 300, c'est du CO2. Pour le CH4, pour le méthane, on en était avec lui à... Voilà. Je crois qu'on en était en 2000-2005, je crois qu'on était vers 1700 particules par milliard, donc 1,7 particules par million. Mais la différence, c'est que le méthane a un potentiel pour chauffer l'atmosphère qui est bien plus important que le CO2. Donc, on en a moins, mais il chauffe plus. Et du fait qu'on en a moins, c'est plus difficile de le capter. Là où le CO2, on en a beaucoup, et donc quand tu veux utiliser une technique comme une pompe, tu vas choper davantage de CO2, davantage de dioxyde de carbone, mais le méthane beaucoup moins. Donc la méthode pompe, là déjà, c'est un peu plus compliqué.
il faut jouer dans ce cas-là, il faut trouver des méthodes chimiques pour capter le méthane plus facilement quand ça passe. Donc là, ça va être une question de chimie dans la méthode, dans la pompe utilisée. Et ensuite, le méthane dans les océans et dans la végétation, c'est pas capté de la même manière que le CO2. Donc pour l'absorber, ça va être plus compliqué. Ok, et par exemple de le faire en local, par exemple là où il y a beaucoup d'élevage de bovins, est-ce que ce serait vaguement plus faisable, efficace Techniquement, je vois pas comment est-ce qu'on peut réussir vraiment à un coût raisonnable à capter le méthane qui est relâché par l'élevage, par tous les élevages de bovins par exemple, mais aussi au niveau des rizières, au niveau des marécages, au niveau des tourbières. Comment est-ce qu'on va réussir à capter tout ce méthane-là? D'accord, je vois, merci. Compliqué honnêtement. Après, je n'ai pas cherché d'article sur l'absorption de méthane. Là, ce que je t'en dis, c'est mon intuition. Donc, si tu veux, je pourrais faire des petites recherches derrière et puis t'en reparler. Ok, et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Magical Bee qui te demande les incertitudes associées à chaque scénario et région du monde. Ça va dépendre. Évidemment. Alors, j'imagine que par incertitude associée à certains scénarios, ça dépend si on parle des narratifs. C'est-à-dire, est-ce qu'on pense que on va être plutôt dans un monde qui sera décrit comme un monde plutôt optimiste, là où tout le monde fait un Miami et on n'a pas trop d'énergie fossile, ou le contraire. Ça, c'est une catégorie d'incertitude, d'ignorance, difficile à dire parce que ça dépend de beaucoup de choses. À ma connaissance, il n'existe pas de modèle qui permette de dire à quel point, à l'avenir, les hommes, les sociétés vont collaborer. D'une part. D'autre part, vis-à-vis de l'incertitude qui est liée à un scénario donné. Alors là, je vais aller ici. Non, en fait, je vais aller là, par exemple. Sur ce scénario, j'ai donc ici, derrière là, cette grosse plage en rouge, c'est en fait, pour un scénario, le RCP 2.6, tous les modèles climatiques qui sont très résolus, qui l'ont fait tourner. Et là, ça c'est l'incertitude, donc à 90% sur ces scénarios. Sur ce scénario en particulier. Et bien, du coup, là, l'incertitude, ici, on voit qu'elle est de l'ordre de globalement 0,5 Celsius. Mais en vrai, ça va dépendre du scénario. L'incertitude tend à augmenter avec des changements climatiques qui sont plus intenses. Genre là, ici, si je prends, c'est difficile à voir. Celui-ci, on est à du 4 Celsius là, et on a plus de 1 Celsius d'incertitude. Donc, faut pas confondre l'incertitude qui est sur quelle trajectoire vont suivre les humains à l'avenir, et ensuite ce que disent les modèles sur la trajectoire employée par les humains. J'espère que ça répond à sa question. Ouais, je pense que oui. Alors, il y avait la question de Tom Craft sur l'absorption de carbone artificiel. Est-ce que tu as des exemples très particuliers, des choses qui se font dans le monde, par exemple? Ouais, il y a, je crois que c'est en Islande, où ils ont déjà en fait, il y a plusieurs centrales expérimentales qui se sont construites pour capter et stocker le carbone. Où globalement, si je me rappelle bien, c'est en sortie d'une centrale thermique où le carbone est directement injecté, en sortie, c'est directement associé à la centrale, directement injecté dans un réservoir.
Mais ça, ce truc-là, ça existe déjà. Je vais envoyer un lien sur le général après. Ops. Voilà. Simplement, en fait, un Google Islande Central Carbone, ça marche. Ah oui, et souvent, ce qui se fait justement pour stocker en général, on essaie de transformer le carbone en fluide hypercritique pour pouvoir le passer facilement dans par exemple les anciennes nappes de pétrole. Et d'ailleurs, justement, souvent, ce qui est employé au niveau de l'extraction d'énergie fossile, souvent ils sont en train d'injecter du CO2 supercritique dedans pour pouvoir récupérer davantage d'énergie fossile dedans. Ça permet de récupérer autant que possible. Donc ça se fait, ça. Mais ce qui se fait en Islande, c'est de transformer le carbone en roche, si je me rappelle bien. Et donc il y a plusieurs articles sur internet qui en parlent. Il suffit de taper Islande Central Carbone. Je vois que ça passe déjà dans le Discord. Ah, effectivement, je vois ça. D'accord. Eh bien, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Car pour l'instant, on a à peu près fait le tour, je crois. Des interrogations de chacun. Ah, Fabien. Au niveau je crois que j'ai entendu parler de ça. Il y avait des grosses réserves de CO2 sous des poches de CO2 au niveau des pôles. Et par rapport à l'extraction du pétrole qui est fait par Riel, est-ce qu'il y a un risque important par rapport à ça? Alors je ne sais pas dans quelle proportion ils rejettent du dioxyde de carbone. En vrai, on continue à découvrir ce genre d'émissions à beaucoup d'endroits du globe et de beaucoup de sources différentes. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est difficile à estimer la quantité qui en ressort. Et ensuite, quelles équations mettre derrière. Parce que souvent, en fait, on ne sait pas. Donc, on fait aussi bien que possible. Donc, écoute, là, je suis désolé, je peux pas te dire à quel point ça va venir nous impacter. T'inquiète. Et j'avais une autre question par rapport à ton propre avis par rapport au réchauffement climatique et par rapport à la situation à l'heure actuelle. Est-ce que tu penses réellement qu'on va pouvoir changer vraiment on va pouvoir réussir à contrer le réchauffement climatique, à le diminuer, à le ralentir? Déjà, je pense qu'on va pas trop avoir le choix parce que nos énergies fossiles vont arriver à un terme. Que là, certes, on est en train d'utiliser les shale cases, on est en train d'utiliser des énergies fossiles non conventionnelles, mais en vrai, c'est pas rentable tant que ça. C'est des puits qui s'épuisent rapidement, qui demandent des investissements élevés, et il y en a pas forcément de manière accessible facilement à un coût qu'on serait prêt à payer. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, le truc, c'est que je crois que c'est au niveau, pardon de te couper, mais je crois que c'est au niveau des il y avait un truc par rapport qui disait que le jour où ça coûtera le plus cher d'avoir un baril de pétrole, ça sera fini, quoi. Et ce jour va arriver très très rapidement. Je crois que c'est 2025, un truc comme ça que ça va être la fin. Il y a eu différentes estimations, ça dépend de comment tu places ça. Globalement, il y en a qui disent qu'on a déjà passé le pic de pétrole, mais en vrai, ça c'était le pic pour le pétrole conventionnel, qui a été un peu prolongé justement par l'utilisation de sources non conventionnelles. Mais donc, en vrai, c'est difficile à dire quand on va atteindre ce pic à partir du moment où le baril de pétrole sera tellement élevé que les gens seront incités à faire du renouvelable, à faire de l'hydroélectrique, etc., etc. Mais à mon sens, on va devoir de toute façon ralentir nos émissions. Malgré tout, on aura amorcé tellement de choses que ça va aller loin. Et donc,
pense qu'il va falloir qu'on fasse vraiment des émissions négatives parce qu'on va pas réussir à transformer ça suffisamment tôt, c'est mon avis strictement personnel. Mais ça va nous prendre du temps et il y aura des pertes sur beaucoup de plans. Oui, c'est au niveau agricole. Au niveau biodiversité, au niveau environnement, au niveau humain, il y aura des pertes. Et ça serait bien qu'on puisse éviter ces pertes. Rien qu'au niveau des niches écologiques qui est en train d'être détruite avec le rapport du GIEC qui montre des espèces qui vont disparaître. Ouais. Et en fait, là, il y a eu un dernier rapport spécial qui est sorti, le rapport sur le 1,5 Celsius. Et ce qu'on voit, c'est que même quand on passe d'un changement climatique de 1,5 à 2 Celsius, il y a beaucoup de risques qui sont drastiquement augmentés. Et donc, tout effort est important. Vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais de toute façon, ça sert à rien, on est condamné. Mais c'est le problème. C'est le problème des gens qui se rendent pas compte qu'on peut quand même ralentir la chose. C'est ça, quand on est en train de courir tête baissée dans un mur, c'est quand même pas mal d'essayer de ralentir un peu avant. Ça. Ouais. Merci pour ta réponse. Ouais. Du coup, oui, continuons sur les questions. Après tout, Bob Moran, tu en as une d'ailleurs. Oui, justement, je rebondis sur l'impact sur les populations. Est-ce que parmi tes simulations, tu as également des chiffres au niveau des pertes estimées sur la population mondiale, en dehors des délocalisés par la montée des eaux, par tout ça, mais sur les pertes dues au réchauffement climatique? Alors moi, je n'ai pas ça, puisque le modèle que j'ai, c'est uniquement un modèle qui est physique. Si je reprends ça, voilà. Moi, je m'arrête à la partie changement climatique. Ce qui se passe derrière là, sur, on va avoir changement climatique, donc élévation du niveau des mers, donc on va avoir certaines capitales qui vont se faire submerger, et en plus, il va y avoir des pertes en termes de rendement agricole, donc en perte de production alimentaire, donc du coup famine et donc perte de population. Ça, je ne le fais pas. Donc j'ai pas ces chiffres. Et le problème, en fait, c'est que même on a du mal à avoir des modèles qui sont entièrement couplés. Là, ce scénario-là, c'est le résultat d'un modèle socio-économique qui est par là, où on lui a fourni certaines hypothèses. Parmi ces hypothèses, on fournit un scénario de population. On lui dit, la population, je te garantis que ça sera ça. Et donc, je suis, sur tout l'ensemble là de la chaîne, je suis à population fixée. Okay. Alors qu'il y a des retours. Et ça, on a du mal à avoir des modèles qui sont entièrement intégrés. Ne serait-ce que parce que, pour bien faire, il faut avoir des sorties de modèles climatiques qui soient spatialisés. Et ça, pour bien faire, ça prend du temps à calculer. Donc, le modèle complet, surtout que là-dedans, souvent, il y a de l'optimisation, dans la partie modèle, ça devient extrêmement lent. Donc, c'est un vrai défi en termes de science, en termes de comment gérer le problème. D'accord. Question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pistes sur des projets qui sont à l'étude, qui sont en cours de développement, sur justement des moyens scientifiques de diminuer d'augmenter l'absorption de ces gaz à effet de serre, ou d'en diminuer la production en modifiant justement l'impact de l'industrie? Basiquement, il faut émettre de moins en moins, parce que les gaz, une fois dans l'atmosphère, ça change relativement peu dans le sens où c'est leurs propriétés physiques et chimiques qui vont jouer sur le climat. C'est le dioxyde de carbone, un certain spectre en termes dans le visible, un spectre dans les infrarouges. C'est ce spectre qui va jouer sur son pouvoir à absorber ou non les rayonnements. Et ce spectre-là, on peut pas le changer. Donc sinon, il va falloir jouer sur le méthane, par exemple, essayer de trafiquer, il n'y a pas d'autre mot, la chimie atmosphérique pour essayer d'augmenter son puits artificiellement. Sauf que ce genre de techniques, c'est des techniques qu'on appelle du geoengineering, mais qui, en général, le geoengineering, c'est plutôt pour un autre style de méthode dont je vais parler.
en fait, on ne sait pas exactement l'étendue des impacts qu'ont ces techniques. Une autre méthode technique qui est envisagée, c'est de mettre certains types d'aérosols dans la haute atmosphère, dans la stratosphère, de telle manière à ce que on va augmenter la capacité de la planète à réémettre le rayonnement solaire. Donc en fait, on va avoir moins de rayonnement solaire, mais derrière, on aura toujours le même effet de serre. Ce qui se passe, du coup, c'est que en fait, ces aérosols, ils restent pas éternellement dans la stratosphère, ils tombent. Et quand il s'agit par exemple de sulfate, le sulfate qui tend justement à jouer sur cet aspect-là, ça provoque des pluies acides. Donc faut pas se louper avec ce genre de méthode. D'accord. Ouais, donc en fait c'est vraiment un problème extrêmement complexe et plurifactoriel. Ah ouais, il y en a vraiment dans tous les sens là. Les interactions qu'il y a dans l'atmosphère là, c'est un gros bazar. Et ne serait-ce que là, mais les composés halogénés, certains ont été réglementés par le protocole de Montréal. C'était pas tous, et il y en a beaucoup. Genre dans le modèle dont on parle, il y a 37 composés halogénés. Donc il y a... Merci pour tes réponses. De rien. Ouais, du coup, je rebondis sur ce que tu disais sur aérosol et composés. C'est vrai que on avait remarqué la diminution de la température de l'atmosphère suite à l'éruption, à la grosse éruption du volcan dont j'ai oublié le nom et je crois qu'il était imprononçable de toute manière. Islandais là. Oui, exactement. Ouais. Donc en fait, c'est augmenter l'albédo directement dans l'atmosphère, un truc comme ça. En fait, ces volcans, justement, ils vont relâcher beaucoup par exemple, de sulfate, mais en fait, c'est plein de poussière. Et ces poussières-là vont faire une sorte d'écran et vont réfléchir le rayonnement solaire. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on se retrouve avec un mini changement climatique à ce niveau-là. En fait, dans les températures, ça se voit. Alors là, il va falloir être attentif. On va avoir... Je vais relancer le GIF. Et au début, il va y avoir une période durant laquelle, alors c'est 1800, voilà, c'est par là, ça va refroidir un peu. Voilà, hop, ça refroidit. C'était par là, poum poum, et là, ça réaugmente. C'est parce qu'il y avait eu des grosses éruptions à ce moment-là, qui avaient provoqué des petits refroidissements locaux. Donc ouais, il y en a. Et donc, on est obligé d'en tenir compte de ces volcans. Et on n'a aucune idée d'ailleurs de comment ça va se passer si on a des gros volcans qui vont nous sauver la vie plus tard. Mais le problème, c'est que ça dure pas longtemps. L'impact d'une grosse éruption, ça dure jamais très longtemps. C'est 5 ans max. C'est vraiment court. Et c'est comme ça, en fait, que je pourrais vous montrer. Mais du coup, je continue sur cette discussion-là. Vas-y. Est-ce qu'il serait, tu parlais des sulfates et du problème des pluies acides, mais est-ce qu'on n'a pas d'autres types d'aérosols qu'on pourrait mettre dans l'atmosphère qui est justement moins de risque en cas de retombée? Parce que le problème des aérosols dans l'atmosphère, c'est que on va avoir la nucléation, donc en gros on va avoir la condensation de toute l'humidité qui est dans l'air qui va favoriser la production, la création des nuages. Mais s'il n'y a pas d'interaction chimique, on a moins de risques, quoi. Le truc, c'est que comme tu es aussi en train de jouer sur le bilan radiatif dans la région, l'altitude et en fait même la formation des nuages va être changée parce que ce ne sera pas la même chose en termes de température et en termes d'évapotranspiration. Donc en fait, tu as la totalité du cycle dans la région qui est perturbée. En termes de flux de chaleur, en termes de flux d'eau. Donc ouais, ça va être un peu le bazar. Ouais, par rapport au volcan, là par exemple, dans les années 80, on avait le Krakatoa. Donc là, on a eu un refroidissement ici. Et puis par exemple, le Pinatubo, hop, refroidissement, et derrière ça reprend. Donc ouais, chaque fois qu'on a des grosses éruptions, donc là j'ai oublié de dire, pardon, les courbes en noir là comme ça, c'est les observations. Courbe rouge, c'est la moyenne de tous les modèles sur l'historique.
en sachant que là, il y a eu un petit loupé dû à différents facteurs. Mais du coup, ouais, les volcans, clairement, on peut pas faire sans. Ouais, mais comme tu disais, si c'est si local que ça, est-ce que c'est pas juste un décalage le temps de l'éruption, enfin de l'éruption et des aérosols dans l'atmosphère, et après on reprend comme ça va, ou est-ce que c'est vraiment un impact de long terme en fait? Les deux. Les deux. En fait, tu vas sur tes volcans. Si c'est une petite éruption, ça va pas monter trop haut, ça va rester dans la troposphère, ça va à la rigueur atteindre la tropopause. Et du coup, tout ce qui aura été relargué sera rapidement balayé. À la tropopause, la limite entre la troposphère et la stratosphère, tu as un certain type de mélange qui ne se fait pas. Ce qui veut dire que quand tu es au-dessus, tu as une stabilité beaucoup plus grande de ces aérosols. Et donc ils vont rester plus longtemps et ils vont voyager davantage autour du globe. C'est pour ça qu'une éruption en Indonésie, qui monte jusqu'à la stratosphère, eh ben on peut la sentir jusqu'en Europe. Parce que ça se prend du temps pour arriver jusque-là. Mais le truc, c'est que comme on a réduit pendant quelques temps la chaleur apportée à notre planète, parce qu'on a utilisé ces aérosols, et ben pendant quelques temps, on a justement réduit la température, mais par la suite, ça va reprendre à augmenter. Cette augmentation, hop là, elle a diminué, et là, elle reprend. D'accord. Donc pour passer sur la deuxième partie de ce qu'on disait, donc tu as parlé de tout ce qui est composé halogéné, donc tout ce qui est CFC, HCFC, HFC, Ouais. et plus récemment HFO, je crois. Ah, celui-là, je le connais pas. C'est un nouveau ? En fait, c'est une nouvelle famille. Donc CFC, chlorofluorocarbone ou carbonate. Ouais. Donc les premiers avec le R12 ou Fréon, R11, R12, où c'était les premiers frigos avec plus un impact sur l'ozone, c'est ça ? Ouais. Mais moi, dans les halogénés, je rajoute que les HFC, les PFC. Je mettais plus large, par exemple. Je mets aussi le SF6, qui est très important. Ouais. Ou le NF3 qui est moins important, mais bon, il a quand même son impact. Et cela, c'est pas proprement parlé, c'est pas du tout même des HFC, des PFC, mais ça reste des halogénés. D'accord. Donc pour continuer sur la discussion, je parlais des HFO. En fait, on avait d'abord les CFC, HCFC à cause de l'impact sur l'ozone. On s'est dit on passe au HFC. Donc hydrofluorocarbone, dont les plus connus c'est R134 et R600, dont vous avez sans doute ça dans vos frigos et vos voitures si vous avez des clim. À moins que ce soit du R744 qui est tout simplement du CO2. Et donc du coup en fait on est passé au HFO. On a essayé de passer où en fait on n'a ni d'impact sur l'ozone, ni d'impact sur le réchauffement climatique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le R134, il a un impact énorme. Et même les autres, tous les HFC, ils ont des impacts énormes. De l'ordre de 1 kg relâché dans l'atmosphère, c'est équivalent à une tonne de CO2. Donc, sachant qu'il y a des fuites dans des accidents, des petites fuites industrielles, ça peut monter très très vite. On s'est dit, les chercheurs et les ingénieurs se sont dit, pourquoi pas essayer de trouver un fluide frigorigène qui ne fasse pas non plus un énorme effet de serre. Et donc c'est de là que les HFO sont sortis, qui sont des hydrofluoro-organiques, mais un peu différents. Et je crois que ça a été un peu avorté parce que justement c'était censé être utilisé pour des voitures, pour des clims de voitures, et ça avait la mauvaise idée de détonner en cas de fuite. C'est embêtant. Donc voilà pour la petite histoire. Il nous reste une autre question qui... Oui, vas-y. Juste, j'ai une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis sur les HFO. Un très supérieur à tonne, en fait. Une tonne de HFO aurait un impact beaucoup plus grand qu'une tonne de CO2. Ouais, mais en fait, pour tous les halogénés, c'est ça quasiment. Tous vraiment. Tous ont un pouvoir qui est supérieur à celui du CO2. Là où on est sauvé, c'est qu'on en émet beaucoup moins que le dioxyde de carbone. Et genre le HFC 23, on en émet une tonne par an. Là où en tonnes de carbone,
je vais parler en tonnes de CO2, on est de l'ordre de 40 gigatonnes, donc 40 milliards de tonnes par an. Oui, c'est sûr. L'impact est tout mitigé. Ouais. Donc du coup, on repart sur tout ce qui est albédo. Et en fait, The Soulmaker nous pose une question sur le fait que dans ta présentation, tu dis que la déforestation et reforestation n'est peut-être pas une mesure appropriée pour mitiger le changement climatique à cause du changement d'albédo. Alors ça, j'en avais pas parlé durant la présentation, mais ouais. Mais du coup, c'est que là, je touche à la limite du modèle. Derrière, c'est que pour la forêt et quand on va transformer une zone qui était avant, par exemple, de la ville en forêt, là où la ville est en train de réfléchir beaucoup de lumière du soleil, eh ben, la forêt, elle va en garder beaucoup plus. Donc, au final, ça va venir jouer sur l'albédo, sur la capacité du système à remettre ou à conserver la chaleur. Et le problème, c'est que ce qui se passe au niveau forçage radiatif, qui est causé par le changement d'albédo lié à l'utilisation des terres, c'est en fait c'est une interaction de processus qui se fait à une faible échelle spatiale et temporelle. Ça va dépendre de la saison, par exemple. Ce qui va se passer au-dessus de la forêt et ce qui va se passer à 20 km de la forêt, ce ne sera pas la même chose. Et du coup, c'est là où vraiment on a besoin de résolu dans le temps, dans l'espace. Donc, ce que j'avais fait avec le modèle, cette expérience, pour voir quel était l'impact des mesures d'afforestation et reforestation, je suis pas satisfait de ce travail-là. Donc là, c'est une limite du modèle. Donc, on sait qu'il y a un impact de l'albédo et que ça permet de contrebalancer partiellement, a priori, en totalité peut-être, on ne sait pas. Ça permet de contrebalancer l'absorption de carbone et donc la réduction de changement climatique. Et pour ça, c'est là justement où les modèles sont complémentaires, c'est qu'on attend les résultats des modèles qui sont plus gros, qui ont justement différentes résolutions spatiales. Ok, super. Je pense qu'on va pouvoir clore cette partie question et cette thèse en synthèse ici. Donc merci beaucoup, n'oublions pas d'applaudir fortement Horizon pour cette super présentation. Oui, c'est vrai, j'ai failli t'oublier cette question. Donc une dernière question de The Soulmaker, un peu plus écartée du sujet, mais qui est plus sur toi et ton parcours pré-thèse. Pré-thèse, je suis passé par l'ENS Cachan en physique, enfin maintenant c'est l'ENS Paris-Saclay. Donc j'étais en physique théorique, j'ai fait un master en climato, sciences de l'environnement, et puis j'en ai refait un autre en économie du développement, parce que je voulais être un peu à cheval entre deux. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ma thèse entre deux laboratoires, un en éco du développement et un en sciences de l'environnement, c'était justement pour continuer dans cette dimension. Donc voilà. Un éventail de compétences très large. Ah, mais je suis pas le seul. Du coup, comme d'habitude, on va passer par le moment où on met la musique d'ascenseur. Si quelqu'un l'a sous la main, moi je veux bien parce que je l'ai pas juste là. Et on pourra comme ça laisser la musique monter et couper cet enregistrement. Attention, c'est peut-être un peu fort pour vous, n'hésitez pas à le muter, moi de mon côté. Je vais vous demander de ne pas faire de bruit. C'est nickel. Merci beaucoup, Pango. Donc à partir de là, ne faites plus de bruit, je monte le volume et c'est la fin de l'épisode.